Ah, ah. Écoute, Malik, Maximo, pour le podcast Bon Cop, Bad Cop. Ça commence, parce que là, Malik, qu'est-ce qui se passe encore en Iran? Ben, c'est le même bourbier habituel. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les nouvelles là, dans les derniers jours, disons, là, on va remonter dans les 3 derniers jours. Dans les 3 derniers jours, on a assisté là, probablement à la plus grosse montée des tensions entre l'Iran et Israël. Puis ça, depuis le début du cessez-le-feu au mois d'avril. Ça a commencé avec des frappes israéliennes contre des cibles qui sont liées au Hezbollah au Liban. Ça, c'est d'une part. L'Iran elle a répondu en lançant à peu près une dizaine de missiles balistiques vers Israël. Par la suite, Israël affirme les avoir interceptés, mais le message est clair. Téhéran voulait démontrer qu'elle était prête à répliquer directement s'ils continuaient leur agression au Liban. Donc, Israël, elle a frappé plusieurs cibles militaires en Iran. Elle a frappé des installations qui étaient liées aux missiles puis à l'industrie pétrochimique, entre autres. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as les Houthis au Yémen. Alors, tu te rappelles... Qui se sont mis de la partie en plus. Ben, c'est sûr que c'est une question de temps avant qu'ils se mettent de la partie aux autres, parce que l'axe majeur principal, après le détroit d'Ormuz, ça va être Bab el-Mandeb. On pourra en parler de Bab el-Mandeb et de la catastrophe économique qui pourrait s'en suivre si jamais cet axe-là entre le Yémen et le Djibouti est fermé à cause des Houthis au Yémen. Alors, eux autres, ils ont annoncé des nouvelles attaques contre Israël, puis ils menacent carrément le trafic maritime là-bas. Donc, le résultat de ça, écoute, tu es impliqué dans les marchés, Maximo. Tu as vu que le prix du pétrole a bondi. Les marchés commencent réellement à s'inquiéter. Je pense que la semaine, elle a commencé avec, c'est la bourse, je ne sais pas si c'est sud-coréenne ou japonaise qui a chuté de 8,4 % en une journée. Déjà vendredi, on a déjà eu un genre une grosse correction qu'il y a eu au niveau du Nasdaq, les valeurs technologiques, parce que quand les bourses chutent, généralement, c'est le Nasdaq en premier qui accuse le coup, là. Ah oui, c'est sûr, c'est inévitable. C'est inévitable. Alors, normalement, quand c'est rouge là-bas à l'ouverture des marchés, c'est une suite logique qui arrive ici aux États-Unis. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu as Trump qui intervient pour venir dire arrêtez ces frappes-là. Alors là, la pression vient directement de Washington. Mais écoute, je veux dire, quand on revient à ma prémisse principale dans cette guerre-là, c'est la guerre vraiment d'Israël. C'est eux autres qui vont dicter le ton. C'est eux autres qui vont décider si un cessez-le-feu va tenir. On l'a vu, le cessez-le-feu entre eux autres et l'Iran, il a été rompu à cause des frappes israéliennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Fait que, Maximo, est-ce que tu penses que Trump regrette d'être entré dans cette merdier-là ou pas encore? Moi, je pense que je crois qu'il a été effectivement, c'est qu'on lui a survendu le projet. C'est que selon plusieurs sources internes, on lui a vraiment survendu le projet. On lui a dit que ça allait se passer. Parce que c'est Obama, il y avait à l'époque Kerry aussi qui en avait parlé, qui a dit que ce qu'ils ont sorti comme discours à Trump, c'est le même qu'ils ont sorti à Obama, à l'époque à Bush fils, et même jusqu'à Clinton. Et à chaque fois, ils n'ont rien voulu savoir. Et on le sait parce que, encore une fois, si on ne prend pas la question iranienne d'un point de vue messianique, on ne peut pas comprendre tout ça. Et Israël utilise une technique qu'elle a toujours utilisée, qui est historique. C'est la provocation, c'est la bonne vieille provocation. Ils veulent absolument que les Américains, et en ce moment, ils font tout pour que les Américains rentrent en guerre, encore une fois, contre l'Iran. Donc, on a un président américain qui ne veut absolument rien savoir de revenir, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, des Israéliens qui veulent absolument le pousser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils touchent un petit peu celui qu'on pourrait appeler le petit frère de l'Iran, qui est le Hezbollah. Donc, en frappant le Hezbollah, ils espèrent et aussi faire bouger la communauté internationale, surtout en particulier américaine. Pourquoi? Pour que l'Iran les frappe et après ça, qu'ils puissent demander aux Américains de venir les protéger. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a deux points de vue qu'il faut avoir là-dedans. Je crois que pour lire les bons textes, il faut d'abord mettre les bonnes lunettes. La première lunette, c'est le côté messianique. Ça, on va en reparler. Et la deuxième, qu'on oublie souvent,
La deuxième, c'est le fait qu'il y a des poursuites contre Netanyahou dans lesquelles il risque la prison. Et ça fait des mois et des mois et des mois que j'en parle et que je dis aux gens, surveillez ça, et qui a été finalement confirmé par Trump. Qui lui a dit, là, dans la fameuse discussion, enfin on va dire fuitée, et cette discussion où il lui disait, sans moi tu serais en prison. Ça, là-dessus, Trump a raison, même si Dieu se Mise en scène, tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une mise en scène, cette discussion-là, pour essayer de gagner un petit peu de support au niveau de son... la mise en scène, elle est au niveau de la fuite, je pense. C'est-à-dire que c'est voulu. Parce que souvent, ce n'est pas la première fois qu'un État fait fuiter une information. C'est quelque chose qu'on fait lors de négociations, etc. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. Faire fuiter de l'information ou, par exemple, au niveau du service de renseignement, faire fuiter quelque chose et faire le « oups », on n'était pas au courant. Le fameux « on ne peut ni confirmer ni infirmer », c'est une façon de dire « on l'a fait, mais on ne veut pas dire que c'est nous ». Donc, oui, ils ont essayé de sauver la face en disant « oui, on va enquêter pour savoir qui a fait sortir cette information ». Non, mais attendez, la discussion d'un président des États-Unis se passe dans un cadre, surtout avec un chef d'État comme Netanyahou, se passe dans un cadre, il ne faut pas oublier, de renseignement. Parce que les écoutes du président américain, parce que les appels du président américain sont tous écoutés et enregistrés et archivés. Ouais. Et c'est la CIA qui s'occupe de ça, ce n'est pas le service de la Maison-Blanche. Donc, si quelqu'un a fait fuiter, la CIA, désolé, elle ne parle pas comme ça. Donc, si ça a fuité, c'est quelqu'un qui était dans le bureau. Il n'y a pas 50 personnes dans le bureau. Ce sont 2 ou 3 personnes proches et la CIA. Donc, c'est impossible que ça ait fuité, on va dire, sans que ce soit arrangé avec le gars des vues. Là. Selon moi, c'est impossible. C'était voulu. Il faut être naïf pour croire le contraire. Puis le point que tu as soulevé aussi, qui est très intéressant, c'est les problèmes de Netanyahou en Israël. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent réaliser. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire Bibi Files. Oui. Je veux dire, c'est très bien répertorié maintenant. Netanyahou, il fait face fort probablement à la prison dans son pays s'il perd le pouvoir. C'est pas qu'il bénéficie d'une immunité présentement, c'est juste que le fait qu'il est au pouvoir fait en sorte qu'il peut jouer un petit peu avec les délais, il peut jouer avec la justice pour éviter d'y faire face. Mais du moment qu'il perd le pouvoir, c'est direction prison pour fraude, corruption, abus de pouvoir, etc. Alors, lui, il doit s'accrocher au pouvoir. Et la réalité, c'est que la seule façon pour lui de rester au pouvoir, c'est de faire des alliances avec l'extrême droite dans le Knesset, dans le Parlement israélien. C'est ça qui l'a emmené au pouvoir et c'est ça qui va le garder au pouvoir encore plus aujourd'hui. Parce que la critique de Netanyahou, c'est pas ce qu'il est en train de faire présentement en Iran ou ce qu'il a fait à Gaza. C'est comment il s'y prend. On juge comme quoi il a failli au boulot. Donc, c'est ça que le sondage révèle au sein de la société israélienne, c'est pas qu'il critique sa sauvagerie ou sa manière de faire, c'est qu'il critique le fait qu'il ait échoué dans sa tentative de venir faire perdre la puissance régionale à l'Iran, entre autres. Alors ça fait en sorte qu'il est en train de grandir en impopularité. Les autres membres du Knesset, comme son nom m'échappe, celui qui est un petit peu plus centriste. Là, centriste? Ouais, on s'entend centriste au niveau du débat présentement. Ça reste quelqu'un de... Yair Lapid. Mais tu as dit centriste, j'ai dit, bon, on va l'oublier, lui et Ben Gvir. C'est pas Ben Gvir, c'est Yair Lapid, je pense, son nom? Oui, Yair Lapid, oui, effectivement, c'est un centré, on va dire centre-gauche, oui. Mais centre-gauche, d'un point de vue israélien, parce que, bon, il faut comprendre la gauche en France n'est pas la gauche au Québec, n'est pas la gauche aux États-Unis, des fois la gauche de l'un et la droite de l'autre. Mais par contre, Yair Lapid, pour tout ce qui est colonisation et tout, ils sont pratiquement tous sur le même... C'est la manière... 1000%. Ils sont tous d'accord sur la colonisation, ils sont juste différents sur la manière de le faire. Exactement. Et là, lui, comme ce que j'allais dire, c'est que he's smelling blood. Et il est en train de voir comme quoi Netanyahou est de plus en plus impopulaire là-bas en Israël par rapport à sa gestion du dossier. Et il commence à faire des sorties publiques pour le pointer du doigt en affirmant haut et fort que lui, il serait le meilleur administrateur dans cette guerre-là, puis il apporterait des meilleurs résultats. Donc, c'est ça, là. C'est ça qui va être difficile à prédire, c'est quelle va être la réaction de Netanyahou dans ce dossier-là. Est-ce qu'il va continuer à imposer des pressions sur Trump? Puis l'autre question qu'il faut répondre, c'est pourquoi ces pressions-là marchent? Pourquoi est-ce que
C'est à cause Alors, des ça, négociations. c'est le petit côté un petit peu dont on va parler un petit peu tout à l'heure. C'est le côté un petit peu croustillant. Je vous invite à rester avec nous parce que vous allez voir, ça va. Il y a le côté croustillant de pourquoi Trump et Netanyahou continuent là-dessus. Mais moi, je rajouterais aussi, parce qu'on oublie Smotrich et Ben Gvir, qui sont deux ministres d'extrême droite. À un moment donné, il va falloir, on va mettre de toute façon un épisode podcast seulement pour parler d'eux et de leur parti parce que c'est absolument terrible ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en tout cas, ils sont tous sauf stupides. Ça, sachez-le. Parce qu'ils savent que Netanyahou est pris. Netanyahou, il est pris dans son propre parti. Il est pris chez l'opposition. Il est pris avec la justice de son pays. Bref, la seule chose, pardonnez-moi l'expression, mais qui lui sauve les fesses, c'est le fait qu'il est protégé au pouvoir par l'extrême droite. Et l'extrême droite le sait, parce que il a toujours été porté par l'extrême droite, mais c'était une extrême droite, on va dire plutôt celle du Likoud. Ouais. Généralement, il n'avait pas besoin des voix des autres, très rarement. Qui est quand Mais là, même il a beaucoup vraiment plus à besoin gauche que ce qui est là d'eux. présentement. Ben oui, c'est sûr. Et le problème, c'est que ceux qui le tiennent par là où vous savez, eh bien, ces gens-là veulent la peau de l'Iran. Pas seulement de l'Iran. Ils veulent la peau des pays voisins. Ils sont déjà en train de se préparer psychologiquement une guerre contre la Turquie et contre l'Égypte, mais ça, de toute façon, on va en parler parce que ce conflit-là, il y a tellement de choses à dire. Et ils le savent. C'est-à-dire que pour eux, actuellement, pour ceux qui veulent comprendre, ils utilisent Netanyahou comme un Disneyland. C'est vraiment Disneyland. Parce qu'ils lui disent, écoute, Bibi, si on te lâche, tu vas en prison. Alors, soit tu nous laisses faire ce qu'on veut. Et on le voit de par les comportements qu'ils ont avec les colons, les provocations, les attaques gratuites, la peine de mort qui a été introduite, mais ça aussi on va en parler, introduite uniquement pour les Palestiniens, parce que c'est une loi qui a été faite sur mesure pour les Palestiniens. Et donc, tout ça mis ensemble fait que Netanyahou est vraiment mal pris. Alors, pour répondre à la question maintenant, est-ce qu'il va continuer ou pas? Oui, il va continuer ses provocations. Il va continuer, vous verrez, à taper le Liban. Il va taper, et ils le font exprès parce qu'on sait qu'ils ont tapé sur certains négociateurs iraniens. Ils tapent sur des officiels. Ils font tout pour que l'Iran, cette fois-ci, les frappe de manière plus dure. Et je crois que les Iraniens le savent. C'est pour ça qu'ils répondent comme ils faisaient avant, c'est-à-dire ils répondent par salve. Non pas avec sauvagerie, comme ça, à la va-vite, en lançant 3000 missiles, mais plutôt sur ce qu'ils appellent des salves. Donc, des salves de, par exemple, 30, 40, 50 missiles, en sachant que la plupart, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran a plusieurs types de missiles. Ils n'ont pas que ceux qu'ils ont envoyés. Ceux qu'ils ont envoyés, ce sont ceux qui peuvent être interceptés. Il y a d'autres qui ne peuvent pas, ceux qui sont à tête multiple, c'est impossible de les intercepter parce que le même missile va vous lancer 10, 15, 20, 30 têtes. Et là, ça devient quasiment impossible à attraper. Ce sont ceux-là qui ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts, entre autres dans les bases américaines, Malik. C'est ça que je me tue à expliquer à certaines personnes, c'est que c'est naïf de croire un instant que l'objectif d'Israël, c'était simplement de venir prévenir que l'Iran ait l'arme nucléaire. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis longtemps. Tu es familier avec le JCPOA. Le JCPOA, oui. le Joint Comprehensive Plan of Action qui a été signé entre Barack Obama et l'Iran à l'époque. En 2015. En 2015, qui a été salué par la communauté internationale, d'une part, et non seulement salué par la communauté internationale, mais également par tous les experts en nucléaire à travers le monde, qui sont venus dire cette entente-là va être efficace pour venir dissuader ou du moins prévenir que l'Iran développe l'arme nucléaire. D'ailleurs, l'Iran a démontré comme quoi elle n'a jamais dépassé le seuil d'enrichissement de 3,67 % au lendemain de cette signature d'entente-là. Elle a collaboré. Israël, ils sont à 2 % après. Mais ça, c'est la même histoire. C'est la même histoire qu'ils racontent depuis 40 ans, mais dans les faits, l'Iran n'a pas dépassé le seuil d'enrichissement de 3,67. Et comment on le sait? C'est parce que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont allés faire des inspections là-bas. l'Iran a montré patte blanche. Ils sont allés faire leurs inspections et ont produit le rapport. Maintenant, c'est ça qu'il y a un autre débat en marge de ça. Est-ce que l'Iran, à travers son sous-sol souterrain, a quand même fait en sorte de développer l'arme nucléaire parce que ils ont reniflé un petit peu le jeu d'Israël, puis ils savaient que ça allait aider leur survie. Ça, c'est un autre débat. Mais officiellement, ils ont collaboré en tout temps pertinent avec
les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, et puis, sans oublier, Maximo, il y avait une fatwa. Il y avait une fatwa qui a été décrétée par l'ayatollah qui est maintenant mort, Ali Khamenei, à l'effet qu'il n'avait pas le droit d'utiliser l'arme nucléaire. Je ne sais pas si tu as vu, Maximo, mais récemment, il y a Larry Johnson, qui est un ex-membre de la CIA au niveau de l'intelligence, un analyste, qui est allé dans le podcast de Mario Naufel, qui est une grosse personnalité sur Twitter et sur YouTube, puis qui est venu déclarer que selon ses sources à lui, au Pakistan, l'Iran a mis la main finalement au développer l'arme nucléaire. Et puis, si les agressions d'Israël continuaient, l'Iran allait faire un test nucléaire dans le nord-ouest de l'Iran et en même temps enlever cette fatwa-là à l'effet qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser pour envoyer un signal aux Américains. Alors ça, c'est des développements dont on n'entend pas parler dans les médias traditionnels, mais qui risquent fort d'être très intéressants là, lorsqu'on voit ce qui est. Il y a aussi pardon de t'avoir coupé, mais il y a aussi une possibilité, c'est que l'arme soit développée, mais qu'elle est tout simplement en pièces détachées. Il suffit juste de la monter. Parce que si c'est savoir-faire. Dit non, tu n'as pas le droit, ben, il y a un moyen tout simplement de la contourner, c'est de la créer et de la mettre en pièces détachées. C'est ce qui dit que ce que ça veut dire officiellement, c'est ben, on ne l'a pas. De toute façon, Maximo, on s'entend que l'arme nucléaire, c'est avant tout l'ingrédient premier, c'est le savoir-faire. Right? Ouais. Quant à le savoir-faire, les bombes ne peuvent pas venir effacer ça. Parce que le savoir-faire peut se transmettre. Alors, peu importe comment ils bombardent l'Iran, ça ne sera jamais dissuasif à l'arme nucléaire. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran est non seulement motivé, mais justifié d'avoir cette arme nucléaire-là lorsqu'on voit ce que Israël et les États-Unis vont faire. Donc, et c'est complètement contre-productif parce que d'autres pays, quand ils vont voir ça, quand ils voient la réaction d'Israël, ils disent « Ah, d'accord, donc quand quelqu'un a l'arme atomique, vous ne l'attaquez pas. Et quand quelqu'un ne l'a pas, ben regardez. Ben, au contraire, le message que tu lances à tout le monde, ben, c'est dotez-vous de ça, parce que personne ne vous achalera. » La loi de la jungle. Aujourd'hui, le monde est moins sécure à cause de ce qui se passe, à cause du comportement, des agissements d'Israël et des États-Unis. Lorsque tu violes l'intégrité territoriale des pays et que tu es en contravention du droit international, lorsque le droit international n'existe plus, puis que les Nations unies perdent complètement leur raison d'exister, bien là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Puis les pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont aller consulter le Pakistan, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, peu importe, pour avoir ce savoir-faire-là au niveau du nucléaire. Je veux dire, ça serait naïf aujourd'hui de penser que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire lorsqu'on voit la proximité qu'ils ont avec le régime pakistanais, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Nord-Coréens. C'est tous des pays qui l'ont, ça. Ils ont le savoir-faire. Et là, ces pays-là, ben écoute, je veux dire, Corée du Nord est sortie du traité de non-prolifération. L'Iran va probablement le faire, même s'il était signataire au départ. It's not a safe world out there. Et c'est, pour revenir à ce que tu disais à propos de l'extrême droite, Ben Gvir, Smotrich et compagnie, eux autres, ils veulent la peau de l'Iran, peu importe les conséquences. Eux autres, une crise économique mondiale, c'est pas ça le dissuasif, là. Que les Houthis ferment Bab el-Mandeb, puis que tu te retrouves avec un scénario demain où est-ce que le détroit d'Ormuz est les moyens, c'est ça qui est dangereux. Exactement. Alors, parce que ça revient à ce que tu disais, c'est messianique, c'est une idéologie. Et ça bat n'importe quelle crise économique ou whatever. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est jusqu'où cette escalade-là va aller. Le cessez-le-feu, pour moi, c'est juste une façon un petit peu de calmer les marchés, mais c'est effrayant, ça semble. Ben, calmer les marchés ou jouer avec les marchés. Parce qu'à chaque fois, les marchés réagissent. Et un jour, on parlera, de toute façon, on va faire, je tiens à avertir tout le monde qu'on va faire effectivement un podcast où on va parler de la manipulation des marchés, famille Trump, vous savez de quoi je parle, vous me voyez venir, la bourse qui monte, qui descend, l'information qui est utilisée à des femmes. Ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. Par contre, là, j'aimerais poser quelques questions à Malik. Parce que, vous savez, nous ici, on n'est pas dans la langue de bois. Donc, on va poser les vraies questions. Est-ce que tu crois, sans vouloir faire peur ou pas aux gens, mais qu'un des belligérants, avec une idéologie messianique, parce qu'on va aller encore plus profond dans ce dossier, va peut-être un jour utiliser l'arme nucléaire? Je pense qu'on est plus proche maintenant de cette possibilité-là qu'on l'était durant la guerre des missiles entre les États-Unis et la Russie. Je pense qu'on est plus proche de ça que dans l'époque Khrouchtchev et Kennedy, malheureusement, parce que je ne vois pas de fin à ce conflit-là. Parce que c'est la tempête parfaite.
Et là, bien sûr, Voilà. il y a un aspect spéculatif là-dedans. Tu sais, comme si tout ce qu'on pense est vrai, si réellement Trump est compromis par les fichiers Epstein, ce qui fait en sorte que il est obligé d'obtempérer aux heures d'Israël. Parce que rappelle-toi, Maximo, qui a placé les programmes de surveillance à l'intérieur des résidences d'Epstein? Ça a été rapporté. Je veux dire, c'est le gouvernement israélien qui a installé les caméras de surveillance là-bas. Ça, je tiens à rappeler aux gens que nous allons parler de l'affaire Epstein. Si certains tentent peut-être de la faire taire, pas nous. Nous, on va en parler parce que l'affaire Epstein est reliée. Et on va donner des preuves qu'elle est reliée à ce dossier aussi. Là. 100%. Parce que le fait que Trump embarque et que ça, ça, on va en parler. Parce que ça, juste ça, moi, je pense, Malik, ça va prendre un podcast juste pour ça. C'est le fait que est-ce que Trump serait compromis et que cette compromission qu'il a avec l'affaire Epstein, est-ce que c'est peut-être en train de nous envoyer vers un gouffre? C'est le gouvernement, je veux dire. C'est la tempête parfaite. C'est ça, moi, que je trouve extraordinaire dans tout. Attention, je dis extraordinaire dans le côté, pas dans le côté positif, bien sûr. Je comprends. Mais dans le sens que je crois qu'on s'en va vers une tempête parfaite. Et c'est cette tempête parfaite dont on va vous parler dans notre prochain podcast. Là, vous avez eu un avant-goût. Est-ce que, dans les prochains podcasts, on va parler est-ce que c'est une tempête parfaite? Pourquoi c'est une tempête parfaite? Comment les choses peuvent se faire? Comment les pays vont être impactés? Comment l'affaire Epstein? Vous comprendrez que tout ça, on ne peut pas parler de ça en seulement 20 minutes ou une demi-heure. Ça a été un plaisir de vous avoir. Mon cher Malik, comme toujours, très pertinent. C'était Malik et Maximo. À la prochaine. Plaisir partagé. Salut, Max.